À la fin du second millénaire, pour financer mes explorations cyberspatiales, parmi mes multiples hackings, je réalisais des films de communication d'entreprise, des documentaires, des magazines pour différentes chaînes. En fouillant dans mes disques durs, j'ai retrouvé ce documentaire coécrit avec mon ami journaliste Pascal Joseph et que j'avais réalisé en 1997 pour l'émission Allô la Terre, dirigée par Jean Pénichon. C'était les tout débuts de l'Internet grand public et nous avions cherché parmi les personnalités emblématiques de la cyberculture ceux qui nous paraissaient avoir une réflexion pertinente sur les évolutions du cyberespace et aussi parmi quelques amis ou relations dont les réflexions et démarches rejoignaient les nôtres. Voici donc une petite sélection de morceaux choisis que je pense intéressant à mettre en perspective avec l'expansion vertigineuse du cyberespace un quart de siècle plus tard. Il ne faut pas croire que l'Internet et les réseaux interactifs multimédia, c'est un espace utopique, libertaire, qui donne à chacun sa chance. C'est en partie vrai, mais c'est aussi l'objet de concurrence économique, de compétition, du soft power, comme les appellent les Américains, et de nouveaux enjeux. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, le discours de Clinton et Gore sur les autoroutes de l'information, c'est en quelque sorte une action marketing, une véritable offensive commerciale vers le reste du monde. Ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose de la même nature qui est arrivé à l'Europe du XVe siècle, avec simultanément l'invention de l'imprimerie, la découverte de l'Amérique, l'apparition d'un phénomène important comme celui de la Réforme, qui a été une véritable révolution des esprits dans le rapport à l'autorité. Eh bien, c'est cette révolution du XVe siècle qui a façonné l'Europe de la Renaissance. Nous sommes en train de la vivre aujourd'hui, cette fois-ci non pas en Europe, mais dans l'ensemble des pays développés. Et cette révolution, c'est une révolution de la représentation, c'est une révolution de l'écriture, c'est une révolution de l'imprimerie, c'est une révolution d'un nouvel alphabet. L'alphabet, c'est le numérique. L'imprimerie, c'est Internet. La nouvelle Amérique, c'est le cyberspace. C'est donc une coupure de grande ampleur qui ne peut se comprendre que d'un point de vue culturel. L'initiative des autoroutes de l'information américaines là, est très claire. Ils ont tout écrit, ils ont bien publié quels étaient leurs plans. Leur idée, c'est de profiter de cette révolution technologique pour être les leaders de l'économie de l'information, donc qui devrait être l'économie du prochain siècle, qui va remplacer un peu le modèle actuel d'une économie plutôt basée sur l'industrie. Et donc, il veut être les premiers dans les réseaux, il veut être les premiers dans les contenus, dans la production de l'information. Et l'Internet est clairement utilisé à cette fin, et je crois qu'ils le font de façon d'ailleurs tout à fait ouverte. Et à nous de réagir et d'en faire autant, c'est-à-dire de ne pas, il ne faut pas rester à la remorque, comme l'ont fait au XIXe siècle les pays qui n'ont pas accepté la révolution industrielle, et donc des pays qui étaient importants sont devenus des puissances secondaires. Il faut être présent. Une culture qui refuse d'être présente dans le réseau aujourd'hui sera comme des villes du 19e siècle qui ont rejeté le chemin de fer. Ils vont toujours exister, mais ils seront oubliés par tous les autres. Quand on est confronté par un nouvel espace de communication comme les réseaux interactifs, le moyen le plus sûr d'expérimenter et explorer et pousser le potentiel de cet espace, c'est par la création artistique. Parce que la création artistique est la forme de communication le plus exigeante. C'est les artistes qui ont quasiment comme vocation l'intégration de cet nouvel espace dans la culture occidentale et dans la culture mondiale. Si on ne donne pas cette place aux artistes, cet espace va rester uniquement un espace commercial. Ça sera comme un grand supermarché où c'est là pour vendre tel ou tel produit, de faire telle ou telle publicité, et ça va rester un espace uniquement commercial, qui est une dimension de la vie. On l'accepte, mais ce n'est pas la seule dimension de la vie. L'histoire de la communication se confond avec celle de l'homme. Depuis toujours, depuis 3 millions d'années, depuis qu'il y a des hommes, il y a de la communication. Si on veut comprendre pourquoi on invente des techniques de communication, et pourquoi on les utilise tant, je crois qu'à chaque fois, il faut les associer avec les changements sociaux, culturels et politiques d'une époque.
C'est la ville qui donne l'écriture, c'est la démocratie qui donne les techniques intellectuelles d'argumentation, les techniques de communication d'argumentation. C'est la Renaissance et tout ce qui prépare la Renaissance qui va produire et donner son sens à l'imprimerie. Les grandes inventions vont naître de ce principe moteur initial. La première grande technique de communication que l'on connaisse, c'est l'écriture, qui a été inventée dans le bassin mésopotamien. L'écriture qui relève d'une volonté de conserver l'information sur des tablettes d'argile au début, avec des signes qui permettent au fond, de faire retentir dans le cerveau de celui qui les lira la parole de celui qui a écrit. Ce qui va avec l'écriture, c'est l'invention de la ville. On invente la ville, c'est une invention tout à fait formidable, une invention tout à fait nouvelle dans l'histoire de l'humanité. L'écriture va avec la ville. L'argumentation, cette autre technique de communication, vient avec une autre invention formidable aussi, c'est l'invention de la démocratie. C'est-à-dire cette idée selon laquelle nous allons décider ensemble, discuter ensemble de notre propre destin. Dans une société où on discute ensemble de notre propre destin, bien évidemment, la communication joue un rôle très très important. Il ne suffit pas d'inventer une technique pour s'en servir, pour en avoir l'usage. Et le meilleur exemple est celui des Chinois, qui inventent l'imprimerie dans une société complexe et qui ne s'en servent pas. Parce que leur système d'éducation, leur système de transmission de l'information était tout à fait satisfaisant et qu'ils l'ont développé sur la base d'une écriture reproduite manuellement plutôt que d'une écriture imprimée, ce qu'ils savaient faire. Dans le contexte historique de la Renaissance, on a véritablement besoin d'une masse de documents. On a envie que les idées circulent, on fait circuler les idées, on est limité par le fait que tout cela se recopie à la main sur des livres, donc on cherche un dispositif qui va pouvoir recopier en série, un dispositif aussi qui va prendre sens dans le moment industriel, économique que constitue la Renaissance, car on a oublié que l'imprimerie a constitué une formidable industrie, une source de profit très importante, et on ne comprendra pas Gutenberg si on ne l'associe pas immédiatement aux banquiers qui ont financé son innovation, et au profit très important dans le contexte mercantile de la Renaissance qu'a permis le développement de l'imprimerie, ce qui est d'ailleurs comparable aujourd'hui avec le développement de l'informatique. On peut dire quand même que les premiers réseaux réellement organisés ont été les réseaux de transport de l'information et les réseaux postaux, du moins les premiers réseaux postaux. On les trouve dans la Chine ancienne, la Chine de Qing Shi Huangdi. On trouve des traces de cela dans les mémoires de Sema Tsien, donc vraiment la Chine très ancienne. On trouve également chez les Persans et dans la Bible un certain nombre d'indications nous disant que des réseaux de circulation de l'information avaient été mis au point. Mais en fait, ces réseaux-là sont des réseaux, on le voit bien, où l'on transporte un document qui est un document écrit, une lettre de change, un document bancaire. En fait, les réseaux qui transmettent de l'information d'une façon immatérielle, ce que nous appellerions aujourd'hui des réseaux de télécommunications, sont des réseaux qui également ont existé dans ces époques extrêmement anciennes. On sait, par exemple, qu'entre Babylone et Jérusalem, il y avait un certain nombre de points fixes sur lesquels avaient été installés des feux. On sait aussi, bien entendu, chez les Indiens d'Amérique ou chez les Africains avec le tam-tam, qu'il existait des systèmes de transmission de l'information. De même, en Occident, le réseau des cloches des églises a joué un rôle fondamental. Ce sont les cloches des églises qui préviennent de l'arrivée de l'épidémie, qui préviennent de l'arrivée de la peste, et il faut vite fermer les villes. Mais ce ne sont pas des réseaux permanents. En fait, les réseaux permanents, ils datent de la fin du XVIIIe siècle. Lors de la Révolution française, le télégraphe Chappe, le télégraphe aérien, va être mis au point. Alors, d'où vient ce télégraphe Chappe ? Eh bien, il s'agit d'installer tous les 10 ou 15 kilomètres une potence de bois sur laquelle est installée une autre potence, et au bout de cette autre potence sont installés deux petits bras de bois, et en fonction des mouvements que font ces bouts de bois, eh bien, un message, un code est mis au point, et ce code permet la transmission d'un message. Et sous la Convention est construite la première ligne de télégraphie entre Lille et Paris, et c'est cette ligne de télégraphie qui apprend aux membres du comité de salut public que Condé-sur-Escaut a été repris sur les ennemis de la jeune République. On trouve dans le télégraphe Chappe, en fait, la plupart des grands problèmes techniques qui vont occuper jusqu'à nos jours les constructeurs, les fabricants, les ingénieurs, les exploitants de réseaux de télécommunications. On y trouve en effet le problème de l'affaiblissement du signal. Un signal doit être répété à plusieurs reprises pour pouvoir être conduit sur un chemin relativement long. Donc, tous les 10 km, on a
une tour qui répète le signal. L'information est codée, elle est comprimée également. On y trouve donc tout un tas de questions, on pourrait les multiplier, mais qui sont des questions que l'on retrouve dans toute l'histoire des télécommunications, et ce depuis pratiquement 2 siècles. En juillet 1837, en Angleterre, et un petit peu plus tard, mais toujours en 1837, aux États-Unis, sont mis au point les premiers télégraphes électriques. Le télégraphe électrique va jouer un rôle considérable dans ce que les historiens américains appellent la business revolution. Cela va complètement révolutionner la transmission des informations. On ne dit pas encore en temps réel, mais on dit en temps électrique au XIXe siècle, l'expression est fort belle, des informations commerciales, des informations de bourse. À partir des années 1860, on va savoir traverser l'océan, c'est-à-dire que la grande épopée du Great Eastern, qui est le bateau qui pose le premier câble sous-marin entre l'Europe et l'Amérique du Nord, cette épopée correspond, là je crois, à un moment très fort de l'histoire de l'humanité. C'est le moment où on peut communiquer en temps réel, encore une fois en temps presque réel, soyons clairs, entre la vieille Europe et le nouveau continent, et ça c'est en 1866. Maxime Ducamp, qui est un ami de Flaubert, écrit un très beau livre sur Paris, sur les grandes industries parisiennes, les organes administratifs de Paris. Et il consacre un texte au grand central télégraphique de Paris. Et il a cette expression que je trouve formidable. Il dit « J'avais l'impression là d'être au milieu de la toile d'araignée du réseau ». Et qu'est-ce que c'est que cette toile d'araignée? Eh bien, c'est le web. Donc moi, j'ai envie de dire, d'une façon provocatrice, que le web naît de la plume de Maxime Ducamp, vers 1884-85. Avec le brevet de Marconi en 1896, on s'affranchit du câble et du fil électrique, puisqu'on est capable de transmettre de l'information via l'éther. Et puis, après la Première Guerre mondiale, alors là, je crois qu'on est entré dans un monde où l'information va jouer un rôle tout à fait considérable, d'uniformisation, d'unification, non pas encore des cultures et des comportements, mais on sent bien que les modèles deviennent internationaux, avec la multiplication de la radio, ensuite bien entendu la télévision, les satellites, on pourrait, je crois, multiplier les exemples. La guerre mondiale, la guerre de 39-45, a énormément mobilisé les scientifiques et a donné aux scientifiques une place privilégiée, puisque ça a été une guerre moderne, une guerre dans laquelle les technologies ont joué un rôle très important. À la fin de la guerre, les scientifiques se sont divisés en 2 clans, grossièrement. Ceux qui souhaitaient contribuer à la défense nationale, en particulier la défense nationale américaine. Von Neumann, les inventeurs de l'ordinateur, de l'informatique, vont travailler pour l'armée, vont donner dans un premier temps des outils pour l'armée. Et puis il y a un autre clan scientifique qui est un clan plus pacifiste. C'est ceux qui ont demandé qu'on n'utilise pas la bombe atomique. C'est ceux comme Norbert Wiener qui disent « les scientifiques doivent contrôler les résultats de leurs travaux, ce ne sont pas les militaires qui doivent faire la loi ». Ils vont, autour d'une nouvelle discipline qui s'appelle la cybernétique, non seulement penser théoriquement un nouveau modèle de société, la société de communication, mais ils vont pousser à ce que l'on construise les dispositifs matériels qui permettront effectivement de faire circuler l'information. Et Norbert Wiener pense, l'idée est ancienne, il pense au réseau, à l'idée selon laquelle une société, c'est du réseau, c'est de l'information qui circule, qu'une société n'est rien d'autre au fond, c'est ce que pense Wiener, que de l'information qui circule. Mais comment faire circuler l'information? Un certain nombre de scientifiques inspirés par ces idées vont d'abord construire des ordinateurs, puis très rapidement vont imaginer que ces ordinateurs puissent être mis en réseau. De réseau en réseau, on est arrivé à ce réseau militaire qui va donner Internet, qui est un réseau très sûr, qui est un réseau, au fond, qui correspond à des spécifications militaires plus que des spécifications civiles. Mais Internet a été immédiatement investi par, on pourrait dire, tous ceux qui, eh bien, depuis des années, pensent, à la suite de Norbert Wiener, que l'on peut changer le monde. C'est-à-dire l'idée d'un monde plus harmonieux, où il n'y aurait pas de pouvoir, où il n'y aurait pas de contraintes, où les hommes seraient en quelque sorte par nature des êtres communicants, bons, généreux, où il n'y aurait pas besoin de normes, pas besoin de lois. Bref, un monde rationnel, un monde utopique. C'est une utopie, c'est l'utopie de la communication. Alors, les premiers temps d'Internet ont pu faire illusion de ce point de vue-là, gratuité d'accès au réseau, pour des raisons diverses. Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, les choses changent. Internet, les nouveaux réseaux de communication deviennent des enjeux industriels, deviennent l'enjeu de stratégie des États.
stratégie de la communauté européenne, stratégie commerciale soutenue par les stratégies des États, l'effet pervers bien sûr, et qu'on risque de freiner la communication, car ces outils qui devaient permettre de la libérer, qui devaient permettre de fluidifier la communication, si la communication bascule dans l'univers marchand, eh bien évidemment on risque d'avoir des freins, de reproduire des inégalités, et il y a là un effet pervers auquel il faut bien évidemment réfléchir. Bien jusqu'à présent, face aux moyens traditionnels de communication, notamment la télévision, nous étions des usagers passifs devant ces systèmes de diffusion pyramidaux qui arrosent en quelque sorte le plus grand nombre. Aujourd'hui, avec les réseaux interactifs multimédia comme l'Internet, nous devenons, en tant que maille d'un réseau, à la fois créateurs, consommateurs et pas seulement consommateurs d'informations. Nous pouvons créer de l'information, notamment dans des pages personnelles, dans un CV qui peut être envoyé à de nombreuses universités ou entreprises dans le reste du monde. Et ainsi, l'utilisateur va transformer son ordinateur en un combiné de communication qui va lui permettre d'intégrer différents médias. Ce n'est plus seulement du multimédia, ça peut être de l'unimédia, et il peut être émetteur d'informations vers le reste du monde. À la limite, on peut presque penser qu'un jour, on aura des entreprises unipersonnelles, multinationales. L'intérêt d'avoir un site web, c'est tout d'abord se faire plaisir et pouvoir montrer ce qu'on a envie de montrer. Si tu as envie de dire que tu adores les chocolats, si tu as envie de montrer les photos de ton groupe de rock préféré ou si tu as envie de publier ton manifeste, tu peux le faire. Et tu peux le faire déjà d'une manière très simple, pour un coût qui est franchement ridicule comparé à un coût d'un magazine imprimé. Et en plus, ce que tu vas publier va être accessible potentiellement aux 10 millions de personnes qui sont connectées sur Internet de par le monde. Concrètement, on utilise un langage de programmation qui est l'HTML, qui est un langage pas très compliqué, qui permet de décrire dans une page la position des images, la position des différents textes et de déclencher de l'interactivité. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, dans tel paragraphe, tel mot, quand l'utilisateur va cliquer dessus, ça va lui renvoyer sur une autre page, ça va peut-être lui déclencher un fichier son ou ça va lui jouer une petite vidéo. Cette page de CV contient une icône, du texte et des séparateurs. Voilà ce que ça donne en HTML. Déjà le titre, title Yann, je retrouve le titre là. Je vois que tout mon texte est centré avec cette commande. Effectivement, tous les blocs sont centrés. Je vois que le fond est noir et que le texte est blanc. Je retrouve bien le fond noir et le texte blanc. Là, j'ai l'image qui est incorporée. Et là, j'ai HR qui veut dire en fait séparateur. Donc j'ai bien l'image, le séparateur et après le texte. Là, j'ai un retour de ligne. C'est la commande P qui veut dire paragraphe. Aller à la ligne. Là, j'ai tout le texte. Et je retrouve sur le logiciel tout le texte. Avec les accents gérés par un codage spécial. Une fois que tu as créé ton site web sur ton ordinateur, tu vas le mettre et le faire héberger chez ce que nous on appelle un Internet Provider. Il va te donner une adresse. Cette adresse, tu vas la communiquer à toutes les personnes qui vont vouloir regarder ta page. Mais évidemment, tu ne peux pas connaître, je dirais, tous les gens qui ont envie de voir ta page. Pour faire connaître son web, une des manières les plus faciles, c'est de faire référencer ton site dans des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont des logiciels qui en fait se promènent sur tout le web et indexent systématiquement tout ce qui se trouve sur le web. Tu vas donc donner des mots-clés au moteur de recherche et une fois que ton site sera référencé, n'importe qui va taper les bons mots-clés va pouvoir retrouver ton site et le consulter. Pour quelqu'un qui veut consulter ton site, il va taper l'adresse, le fameux URL qui veut dire Universal Resource Locator. Il va taper ton adresse dans Netscape et il va atterrir directement sur ta page. C'est aussi simple que ça. Il va y avoir dans les années qui vont venir un phénomène de fossé croissant entre ceux qui seront de plus en plus aptes à manipuler ces outils, ce langage, ces cultures et ceux qui en seront exclus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sur le long terme, ce fossé, ce gap ne va pas se réduire. Et plus on dira que ces réseaux sont importants dans notre société, plus ils prendront une place importante dans notre société, plus évidemment on générera une sorte de nouvel illettrisme par rapport à cela. L'école publique, c'est quelque chose qui date du milieu du 19e siècle.
alors que l'imprimerie date du milieu du XVe siècle. Il a donc fallu 4 siècles pour que l'on admette comme quelque chose d'important que tout le monde ait accès à la lecture et à l'écriture. De même, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre 4 siècles. Mais même si on fait un effort d'éducation par rapport à cela, il restera toujours sur le bord de la route un certain nombre de gens pour qui l'accès à ces techniques est difficile. Les inforoutes, ça évoque pour moi une guerre impitoyable qui va se passer dans ces prochaines années. Au niveau des gens qui sont en train de mettre au point ces systèmes, ces inforoutes, ces systèmes de diffusion à gros débit. Celui qui contrôlera ces inforoutes sera le maître du monde. Je pense que le monde va devenir plus dur et peut-être que la nature, dans son développement, est en train de sécréter quelque chose pour aider justement les gens à supporter ce monde qui va devenir de plus en plus impitoyable. Alors, le rôle du jeu vidéo dans la société d'aujourd'hui, c'est, à mon avis, quelque chose qui est de la vulgarisation. Je pense que l'informatique est une technologie tellement extraordinaire, qui donne un pouvoir tellement énorme, surtout si on l'intègre au réseau, en termes d'informations qui circulent, de statistiques. Celui qui maîtrise l'informatique maîtrise le monde quelque part, parce qu'il a un pouvoir, et si ce pouvoir était entre les mains de quelques nantis, ce serait quelque chose de dramatique. Or, je pense que le jeu vidéo dans la société, le multimédia en général, a un rôle extraordinaire, c'est de vulgariser. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que l'ordinateur arrive chez les gens, que les gens aient envie de cette technologie, pour qu'ils maîtrisent cette technologie, qu'ils comprennent les transformations qu'elle va opérer dans la société. Ça me paraît être une mission tout à fait capitale. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un petit peu ce qui me guide. Par contre, les ordinateurs recréent cet espace mental qu'on a en nous. Et donc, effectivement, c'est un lieu de rêve, de réflexion. Et c'est quelque part une fuite de la réalité. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple, au moment du lancement des consoles, que c'était en pleine guerre du Golfe, donc une période de crise où les gens stockaient le sucre, il faut se rappeler, que les consoles sont passées, notamment Sega, est passé de 0 unité pratiquement à 1 million de consoles vendues pratiquement en une année. La vie devient un rêve, une sorte d'idéal. On peut mourir, mais on revit. Alors que dans la réalité, on est confronté quand même à des choses qui sont extrêmement dures. Et la société a tendance à tasser les gens. Et c'est vrai que si la télévision a permis d'entasser les gens dans des alcôves, dans des HLM, le monde virtuel va nous aider aussi à affronter ces concentrations urbaines de plus en plus fortes et va nous permettre peut-être de mieux appréhender ou d'appréhender autre chose en tout cas. Bien oui, la CNIL est certainement un empêcheur de tourner en rond parce que, en effet, elle a été créée par la loi du 6 janvier 1978 pour surveiller les applications informatiques, essentiellement d'ailleurs dans le secteur public, et qu'un certain nombre de ces hauts fonctionnaires n'oublient pas qu'elle a été créée et inventée pour s'opposer au fameux projet Safari qui dormait ou qui en tout cas avait été imaginé dans les fichiers de l'administration. Ça consistait à partir du numéro de sécurité sociale qu'on appelait à l'époque le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques tenu par l'INSEE. Ce projet Safari consistait à interconnecter les bases de données de l'éducation nationale, du service militaire, bien entendu les bases de données fiscales, les bases de la sécurité sociale et de la Banque de France. Donc c'est clair qu'à l'époque, ce projet qui avait
effrayé beaucoup de personnes en France, avaient été caressées comme frappées au coin de la rationalité par un certain nombre de nos fonctionnaires. Donc avec ces autoroutes de l'information, il va falloir redoubler de vigilance et regarder, essayer d'identifier avec les informaticiens, avec les spécialistes des télécommunications, quelles sont les niches dans lesquelles maintenant s'embusque avec bonheur Big Brother, si vous voulez. Dans le cas du service Télétel, les promoteurs de l'époque, et je crois que Gérard Terry, en effet, avait joué un rôle important, avaient été, par le système des paliers de facturation, d'introduire un système de protection de l'anonymat de l'utilisateur. Donc, a été conçu et installé sur le réseau Minitel un système de cache qui permet aux serveurs, qui interdit, aux serveurs de connaître l'identité et les types de besoins exprimés par l'utilisateur du Minitel, ce qui est évidemment incontestablement une nécessité. Alors ceci n'existe pas du tout dans l'Internet. Car sur Internet, le système est beaucoup moins protecteur, dans la mesure où, en effet, pour acheminer par ce système très complexe les messages jusqu'au destinataire, il faut au moins que de nœud en nœud, on retienne ce qu'on appelle l'adresse IP. Et l'adresse IP, si elle n'est pas nominative, elle est ce que nous appelons, nous, indirectement nominative, dans la mesure où elle est liée à une machine et elle peut retenir aussi la date, l'heure et la démarche suivie par l'utilisateur. Il y a aujourd'hui des débats. Que faire du Minitel? Comment va-t-il évoluer? Alors, j'ai entendu l'autre jour, un homme que je tiens en très haute estime, Bill Gates lui-même, dire « on va remplacer tout ça par Internet ». Je suis absolument pas d'accord. 90% de la valeur ajoutée d'Internet est aux États-Unis et seulement aux États-Unis. Ça donne tout de même à réfléchir. Le Minitel ne peut pas évoluer facilement vers un système de type Internet. En revanche, le Minitel peut évoluer facilement vers un système d'accès multimédia à des serveurs de services, de contenu, utilisant les autoroutes de l'information à débit très rapide. On ne va pas interdire ou on ne va pas réglementer l'expression libre des gens qui peuvent le faire sur le réseau sous prétexte que des crétins ou des salauds s'expriment dessus. Donc la raison pour laquelle la cryptologie est un enjeu important au plan du citoyen, c'est que tout un chacun, vous, moi, on peut communiquer avec un logiciel de cryptologie puissant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut, les États veulent empêcher cette utilisation par les citoyens. Ce qu'ils souhaitent, c'est que la cryptologie soit autorisée à condition qu'elle soit craquable par les ordinateurs des services. Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est que nous allons être en France autorisés à utiliser des logiciels de cryptologie, y compris solides, alors qu'auparavant c'était interdit. La restriction, c'est que ces logiciels de cryptologie pourront être utilisés par tout citoyen ou par une entreprise, à condition que les clés, c'est-à-dire les codes permettant d'ouvrir ce logiciel, soient déposés chez un tiers de confiance, lequel tiers de confiance sera tenu de les remettre à la disposition de la justice ou des organismes compétents en cas d'intérêt de la police ou d'une enquête officielle sur la personne qui l'utilise. Alors c'est là que, à mon avis, la législation est encore un peu inadaptée, encore timide, mais on va dans le bon sens, c'est indiscutable. Le cyberespace va renforcer l'omniprésence de l'information dans notre quotidien. Nous vivons déjà dans un bain d'images et de sons qui modèlent notre identité, nos comportements sur des valeurs issues des masses médias. Quand le cyberespace envahit la réalité, ne faut-il pas ressusciter les iconoclastes? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les enfants ont deux grands référents dans leur environnement. L'école, qui leur dispense savoir, apprentissage, et puis les médias. Les médias qui sont une source incroyable, qui sont une source formidable, qui sont une source qui valorise aussi l'image.
L'utopie de la communication, c'est aussi l'importance de l'image de soi. Il faut, pour se rassurer, pour se constituer une image de soi, dans notre société aujourd'hui, que cette image soit publique, d'une façon ou d'une autre, dans un environnement public restreint ou dans un environnement public beaucoup plus large. Je crois que c'est une dimension très forte de nos sociétés, qui sont des sociétés de l'image, où pour se sentir exister, on est sorti d'une société monastique, d'une société où on s'éprouvait de l'intérieur. Aujourd'hui, on s'éprouve de l'extérieur. Il faut se voir, il faut avoir un miroir, il faut se voir dans le regard des autres pour se sentir exister. Alors on voit que les médias offrent au fond une sorte de voie de traverse, distincte de l'école, distincte du projet parental, et qu'un certain nombre d'adolescents utilisent cette possibilité, utilisent cette potentialité. Alors Internet, évidemment, joue un rôle. Internet, l'informatique a déjà joué un rôle, la micro-informatique, les clubs informatiques pour les jeunes, mais aujourd'hui Internet joue un certain rôle. On peut exister dans le réseau, on peut croire qu'on existe dans le réseau, parce que bien sûr ce n'est qu'une existence virtuelle très limitée. On peut exister dans le réseau, on peut produire des choses qui trouveront leur sens dans le réseau, et ainsi avoir au fond l'impression qu'on s'inscrit dans la dynamique sociale, qu'on s'inscrit dans le monde social. Or aujourd'hui, le fait d'aller jouer avec ses copains, ses cousins qui sont dispersés, je dirais, dans l'espace, puisqu'un enfant qui est à Paris peut jouer avec son cousin de Tarbes dans le jardin virtuel, quelque part, il fuit aussi une certaine réalité. Là, je pense un petit peu au deuxième monde, où on a fait un Paris virtuel, où il fait toujours beau, où les gens se font un visage, où les gens se recréent un corps, où il n'y a pas de strate sociale, puisque tout le monde est remis un petit peu sur le même plan d'égalité, où la personne qu'on rencontre peut être quelqu'un d'un sexe différent que l'apparition qu'on a. On dispose d'un appartement qui est magnifique, en fait, qu'on ne pourra jamais avoir dans la réalité. La vie devient un rêve, une sorte d'idéal. C'est un outil d'accès à une existence sociale, à une existence collective qu'on n'aurait peut-être pas autrement. Alors c'est un outil ambigu, comme tous les outils de communication. La communication est toujours ambiguë, parce qu'à la fois elle est puissance, elle permet d'aller vers l'autre, elle permet socialement d'être là où on n'est pas, mais en même temps la communication c'est une perte, car le message n'est pas la personne. Le message sur le réseau n'est pas la personne, la virtualité de la communication n'est pas la présence physique. Donc la communication c'est toujours une ambiguïté, et Internet hérite de cette ambiguïté millénaire de la communication, c'est-à-dire qu'elle permet effectivement d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'être présent, d'avoir une image, mais en même temps cette image perd un petit peu de sa substance, car ce n'est qu'un double un petit peu affaibli de la vraie personne humaine qui est derrière l'écran. La force des médias, c'est de faire croire à leur pouvoir. La fin du XXe siècle restera probablement dans l'histoire comme le moment où les médias ont tenté d'absorber toute la circulation de l'information. Il y a là aujourd'hui une caractéristique, un pouvoir des médias pour un coup extrêmement fort, c'est cette tentative d'absorber la communication. Alors les médias au sens des médias traditionnels, mais aussi les nouvelles technologies de communication. Or la vie est plus vivante que ça, les échanges entre les hommes sont plus vivants que ça, et je crois que nos sociétés sont des sociétés complexes, vivantes, dans lesquelles les échanges entre les hommes, la circulation de la parole, se fait aussi en dehors des médias, et sur certains sujets essentiels, essentiellement en dehors des médias. Donc je crois qu'il faudra remettre les médias en concurrence avec d'autres manières de faire circuler l'information. Je crois que les réseaux de communication sont une bonne chose, ils facilitent la vie, mais ils ne sont pas tout. Et il faudrait prendre garde qu'ils n'absorbent pas complètement toute la communication parce qu'on perdrait peut-être quelque chose d'essentiel. Comment le cyberespace est né des rêves du mathématicien Norbert Wiener dans l'utopie de la communication de Philippe Breton aux éditions La Découverte. Jean Guinel nous détaille les affrontements entre crypto-anarchistes, pirates informatiques et CIA dans Guerre dans le cyberespace aux éditions La Découverte. Tous les détails techniques et économiques sur les réseaux informatiques dans Interactor par Fabienne Baudan et Bruno Licia aux éditions du Téléphone. Pour nous contacter, 36 15 5e.